Monsieur le Président, quand vous négociez avec l'Iran, dans quelle mesure la situation financière des Américains vous pousse-t-elle à conclure cet accord? Pas du tout. La seule chose qui compte, quand je parle de l'Iran, c'est qu'ils ne doivent pas avoir l'arme nucléaire. Je ne pense pas à la situation financière des Américains. Je ne pense à personne d'autre. Je pense à une seule chose. On ne peut pas laisser l'Iran avoir une arme nucléaire. C'est tout. C'est la seule chose qui me motive. C'était le président Trump hier, juste avant de monter dans l'avion pour la Chine. Il a dit devant toutes les caméras à tout le monde qui l'écoutait qu'il se fichait complètement des conséquences économiques que cette guerre que nous avons déclenchée pourrait avoir sur les États-Unis tant qu'il empêchait l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Mais il faut qu'on essaie de voir ce qu'il y a de vrai là-dedans, avec le professeur John Mearsheimer, spécialiste des relations internationales, professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago et un ami de longue date de notre émission. La question c'est, n'avions-nous pas déjà, disons vers 2018, un accord ou une voie pour s'assurer qu'il n'est pas la bombe nucléaire? Alors, est-ce qu'on ne devrait pas quand même se soucier un peu de l'économie? Eh bien, c'est vrai qu'en 2015, nous avons conclu un accord avec les Iraniens, le fameux JCPOA, qui rendait littéralement impossible pour eux d'acquérir l'arme nucléaire. Et le président Trump s'est retiré du JCPOA en 2018. En fait, il a créé le problème qu'il essaie aujourd'hui de résoudre, mais qu'il n'a pas réussi à résoudre. Concernant la question du nucléaire, qui semble être la seule chose qui l'intéresse, je rappellerai qu'au début de la guerre, il appelait à une reddition totale ou à une reddition sans condition de la part des Iraniens. Et ça va bien au-delà du simple fait de s'assurer que l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire. Et sur le plan économique, il n'y a absolument aucun doute. La situation pèse très lourdement sur le président Trump. Il comprend forcément que la situation est mauvaise et tous les indicateurs montrent qu'elle ne va faire qu'empirer. Et ça aura de graves conséquences pour sa présidence et pour le Parti républicain lors des élections de mi-mandat. Alors, il fait tout ce qu'il peut pour mettre fin à cette guerre et essayer d'anticiper ces problèmes économiques avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Eh bien, je ne suis pas vraiment sûr de la direction qu'il prend en ce moment, parce qu'on a l'impression qu'il s'engage sur la mauvaise voie. En ce moment, il y a un débat au sein de l'administration sur ce qui va se passer ensuite. Donc, on est dans une sorte de situation fragile. Je ne sais pas si on doit appeler ça un cessez-le-feu ou juste une pause. Je ne sais pas quel est le bon mot, mais en tout cas, il n'y a plus de combat. Tout s'est arrêté depuis plusieurs semaines, 3 ou 4 peut-être, après près de 40 jours de bombardements assez intenses des deux côtés. Alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va chercher, est-ce qu'on va parvenir à une forme d'accord politique? Est-ce qu'on va au contraire intensifier les choses et replonger dans une guerre ouverte? Ou bien est-ce qu'on va simplement proclamer la victoire et s'en aller? Il me semble que ce sont les 3 options possibles ici. Je dirais que la voie diplomatique est sans doute la moins probable. Je vais parler de l'option militaire dans un instant, mais j'aimerais d'abord avoir votre avis sur chacune d'elles. Commençons par le règlement négocié. Voyez-vous une chance réelle d'un véritable accord négocié à court terme? Non. Excuse-moi, Danny. Non, je ne le pense pas. Il y a vraiment 4 raisons à cela. D'abord, il y a plusieurs questions différentes à régler ici. Pas seulement la question de l'enrichissement nucléaire, mais aussi tout le problème de savoir qui contrôle le détroit d'Ormuz, quelles seront les relations de l'Iran avec le Hezbollah, le Hamas et les Houthis à l'avenir et ainsi de suite. Bref,
Il y a beaucoup de sujets complexes qui, chacun, vont déjà demander du temps pour être clarifiés. Et ensuite, rassembler toutes les pièces du puzzle prendra encore plus de temps. Donc, premier problème, beaucoup de questions compliquées. Le deuxième, c'est que les Israéliens feront tout leur possible pour éviter qu'on parvienne à un accord négocié. Ils ont été parfaitement clairs. Ils veulent reprendre les bombardements. Ils ont un pouvoir énorme avec les États-Unis, en grande partie à cause de l'influence du lobby à l'intérieur du pays. Le troisième point, c'est qu'il n'y a absolument aucune confiance, zéro confiance, du côté iranien. Les Iraniens ne nous font tout simplement pas confiance, et ça rend les choses très difficiles, surtout dans une situation aussi complexe, pour parvenir à un accord quelconque. Et enfin, le dernier point qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, c'est que l'administration Trump a montré depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2017 que lorsqu'il s'agit de négocier avec des adversaires ou de mettre fin à des guerres, c'est une équipe incapable de viser juste. Regardez simplement les négociations entre l'Ukraine et la Russie. Ils ont complètement raté ces discussions. Et si on regarde leurs efforts pour mettre fin au génocide et parvenir à un accord vraiment significatif à Gaza, là aussi, c'est un échec total. Quant à l'Iran, il n'y a pratiquement aucune raison de penser qu'ils vont réussir. Ils négociaient encore avec les Iraniens en juin dernier, et avant même qu'on puisse approcher d'un accord, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran. Donc si on regarde notre bilan, il n'y a vraiment aucune raison d'être optimiste. Pour ces 4 raisons, je dirais qu'il est très peu probable qu'on obtienne un règlement négocié. Alors, juste pour bien souligner votre point, Dropside News rapporte ce matin que selon leurs sources, l'Iran n'entrera pas dans un second cycle de négociations. Point clé ici, n'entrera pas. Ils ne commenceront même pas les discussions tant que 5 mesures de confiance n'auront pas été remplies. D'abord, mettre fin à la guerre sur tous les fronts, donc au Liban et avec le Hamas. Ensuite, lever les sanctions imposées à l'Iran. Troisièmement, libérer les fonds iraniens gelés. Quatrièmement, verser des compensations pour les pertes et des réparations de guerre. Et enfin, reconnaître les droits souverains de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Et franchement, pour moi, chacune de ces conditions, même une seule, est un vrai poison politique. Dites-moi si je me trompe, mais je comprends ça comme il n'y aura tout simplement pas d'accord négocié. Oui, je pense que tu as tout à fait raison, Danny. Ce que tu dis, c'est simplement une précision sur certains des sujets déjà sur la table, et il y en a d'autres aussi. Mais laisse-moi aborder la question sous un angle un peu différent. Si on regarde ce que les Ukrainiens et les Iraniens essayent de faire, et qu'on compare avec ce que nous essayons de faire, on voit qu'à un niveau très général, nos approches sont fondamentalement différentes. Les Américains, eux, veulent ouvrir le détroit et négocier un accord nucléaire dès le départ. Toutes les autres questions, comme qui contrôle le détroit, la levée des sanctions, les réparations et tout le reste, on préfère les remettre à plus tard. Notre objectif, c'est de conclure l'accord nucléaire en même temps qu'on ouvre le détroit. Les Iraniens ont une approche exactement inverse. Eux, ils veulent ouvrir le détroit, mais ils veulent d'abord régler toutes ces questions, puis seulement aborder le dossier nucléaire. Et du point de vue américain, ça n'a pas de sens. Parce que si on suit cette logique et qu'on règle tous les autres sujets avant le nucléaire, on perd notre levier de pression. C'est pour ça qu'on veut commencer par la question nucléaire. On pense qu'on peut la résoudre, justement parce que notre pouvoir de négociation vient de tous ces autres sujets qui resteraient alors en suspens. Mais encore une fois, les Iraniens voient les choses très différemment. Donc, à un niveau plus global, les deux parties abordent ces négociations de manière fondamentalement différente, et ça ne fait qu'aggraver la difficulté d'arriver à un accord.
Bon, je pense qu'on peut raisonnablement dire que pour l'avenir prévisible, il n'y aura pas d'accord négocié où les deux camps accepteraient des conditions communes pour mettre fin à la guerre. Du coup, il reste deux options. Soit la théorie du « on s'en va », où le président Trump décide simplement de déclarer la victoire, de lever le blocus, de ramasser nos affaires et de partir, en espérant qu'à ce moment-là, l'Iran fasse la même chose et ouvre aussi le sien. Soit le retour à la guerre. Je vais revenir sur cette dernière option dans un instant. Mais selon vous, parmi toutes ces possibilités, quelles sont les chances que le président Trump choisisse une version de cette stratégie du « on déclare la victoire et on s'en va » ? Je pense que les chances sont proches de zéro. D'abord, l'appareil de sécurité nationale aux États-Unis est accro à la guerre. Il est profondément engagé dans le fait de surveiller chaque recoin de la planète. Et l'idée qu'on puisse se retirer du Moyen-Orient, du point de vue de cet appareil de sécurité nationale américain, c'est tout simplement impensable. Et puis en plus de ça, il y a Israël et le lobby pro-israélien. Ils ne vont pas nous laisser partir. L'une des principales raisons pour lesquelles on est complètement embourbé au Moyen-Orient, c'est à cause d'Israël et du pouvoir de ce lobby à l'intérieur des États-Unis. Rien ne se passe qui puisse changer ça. Donc non, on ne va pas s'en aller. On va rester coincé là-bas pour toujours. Eh bien, ça semble laisser qu'une seule autre option, à moins que vous en voyiez une différente. Et cette option, c'est, et il y a d'ailleurs beaucoup de partisans très influents, aussi bien dans le cercle rapproché du président Trump que dans le débat public, de reprendre les opérations de combat pour en finir une bonne fois pour toutes. J'entends beaucoup d'entre eux employer cette expression. J'ai donc deux questions pour vous. D'abord, que pensez-vous de l'efficacité d'une telle approche? Et ensuite, voyez-vous une autre alternative, en dehors des trois que je viens d'énumérer? Je pense qu'il y a une autre option dont je parlerai dans un instant. Mais, à mon avis, les chances qu'on retourne à la guerre sont faibles, surtout parce qu'on ne peut pas la gagner. Je veux dire, on n'a pas pu la gagner pendant la première campagne de bombardement. Et ce n'est pas comme si on avait maintenant des armes magiques ou des forces supplémentaires qui nous permettraient de gagner cette fois. Je ne vois pas en quoi relancer la guerre, relancer les frappes aériennes, résoudrait notre problème. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, non seulement on ne parvient pas à mettre les Iraniens à genoux, mais en plus, ils ont la capacité de riposter. Et ils peuvent le faire d'une manière qui nuirait gravement à l'économie mondiale. Donc, recommencer la guerre n'a tout simplement aucun sens. Je pense que ce qui va probablement se passer, c'est qu'on pourrait voir un accord, d'une manière ou d'une autre, pour rouvrir le détroit ou peut-être un accord temporaire sur quelques points précis. Mais ce qui comptera vraiment, c'est l'état de l'économie mondiale. Depuis longtemps, je suis convaincu que ce qui se passera sur le plan économique international sera le facteur décisif, celui qui amènera le président Trump à la table des négociations et le forcera à conclure un accord reconnaissant le fait que l'Iran a gagné cette guerre. Les États-Unis ne peuvent pas tolérer que cette situation s'éternise parce qu'elle causerait trop de dégâts à l'économie mondiale. Et bien sûr, cela inclut l'économie américaine. Donc, à un moment donné, je pense que le président Trump sera contraint de conclure un accord. Et cet accord frita, le festin faire de nous guerre, c'est effectivement. Mais si les mêmes vents contraires s'opposent à l'idée de déclarer la victoire et s'en aller, est-ce que ces mêmes forces ne s'opposeraient pas aussi à n'importe quel accord de ce genre auquel ils pourraient consentir? Non, pas celui-là, pas ce type de préoccupation.
Les obstacles viendraient du fait qu'on doit gérer beaucoup de questions complexes à résoudre. Et ça veut dire qu'il faudra du temps pour parvenir à un accord. Mais je pense que la conclusion de cet accord pourrait aller assez vite, surtout parce qu'on aurait un fort intérêt à mettre fin à cette situation. La vraie question, Daniel, c'est est-ce qu'on peut se permettre de laisser cette guerre durer encore et encore? D'un point de vue économique, vu ce qu'elle fait à l'économie mondiale. Chaque semaine, la situation s'aggrave, et à un moment donné, il faudra bien y mettre un terme. Je pense qu'on fera tout ce qu'il faut pour y parvenir tôt ou tard. Sinon, on se retrouvera simplement avec un autre conflit gelé qui ressemblera beaucoup à celui de l'Ukraine. Et quand le président Trump rentrera de Chine, on parlera de sa visite là-bas dans un instant, il va subir beaucoup de pression pour agir, à cause du problème dont vous parliez. L'économie, le prix du pétrole, le prix de l'essence, les engrais, l'hélium, l'aluminium, tous ces produits qui restent en quantité insuffisante en provenance du Golfe. Combien de temps peut-il laisser cette situation durer? Ou, pour poser la question autrement, combien de temps le président Trump peut-il résister à la pression avant qu'elle ne devienne si forte qu'elle le pousse à prendre une décision de ce type? Autrement dit, combien de temps ce statu quo peut-il encore tenir? C'est très difficile à dire. Franchement, je ne pense même pas que les meilleurs économistes puissent prévoir combien de temps ça peut durer. C'est vraiment compliqué de dire exactement ce qui va se passer avec l'économie internationale. Et ça compte énormément pour comprendre à quoi pourrait ressembler le calendrier. Mais je crois qu'il est assez clair que si ça devait continuer jusqu'à l'automne, les conséquences pour l'économie mondiale seraient désastreuses. On voit déjà ce qui se passe avec l'inflation aux États-Unis. Et je pense que ce n'est que le début. À mon avis, tous les problèmes qu'on observe aujourd'hui vont s'aggraver avec le temps. Et on sera dans une bien pire situation à la fin de l'été qu'on ne l'est maintenant. Donc à un moment donné, le président Trump va devoir agir. Et ce qu'il fera exactement, ça reste à voir. Et si l'on pense que le président Trump n'est pas insensible à la pression économique, ni à une certaine forme de logique, est-ce qu'il ne serait pas raisonnable de dire que dans ce cas, le meilleur scénario possible pour les États-Unis, ce serait de dire « sortons d'ici tout de suite ». Parce que tout ce dont vous parlez, ces pressions économiques et tout le reste, c'est déjà presque intégré dans la situation. Ces tensions ne peuvent que s'accumuler plus le blocage dure. Donc logiquement, notre intérêt, c'est de faire tout ce qu'il faut le plus vite possible pour limiter les problèmes qui s'aggravent déjà. Et pourtant, on n'a pas l'air prêt à le faire. Alors, je me demande, et c'est vraiment une question, si on n'est pas prêt à prendre cette décision maintenant, qu'est-ce qui nous ferait la prendre plus tard? Parce que la douleur sera bien plus grande à ce moment-là. En réalité, la douleur n'a pas encore été si forte. Elle n'a pas été suffisante pour pousser le président Trump à conclure un accord. Il peut encore faire semblant que nous n'avons pas perdu la guerre et continuer à parler, vous savez, de tout le levier que nous avons et de la façon dont nous allons nous en sortir. Il peut le faire pour l'instant, mais avec le temps, ça devient de plus en plus difficile. Vous l'avez vu, je pense, dans l'essai de Robert Kagan publié dans le magazine The Atlantic Monthly, qui est un bon indicateur ici. Kagan, vous savez, qui est un néoconservateur assumé et un grand partisan de la diplomatie du bâton, reconnaît pleinement que nous avons perdu la guerre contre l'Iran, que c'est une défaite catastrophique et que cela aura des conséquences extrêmement négatives pour nous à l'avenir. Mais avec le temps, de plus en plus de gens vont s'en rendre compte, et la douleur que nous allons subir, ainsi que celle que d'autres dans le monde vont subir, y compris nos alliés en Europe, sera très forte. Cela exercera une énorme pression sur le président Trump pour qu'il conclue une sorte d'accord.
À quoi ressemblera exactement cet accord? C'est difficile à dire. Comme on en parlait tout à l'heure, vu qu'il y a beaucoup d'éléments en jeu dans n'importe quel accord, il faudra peut-être un certain temps pour tout assembler. Mais le fait est que les incitations à le faire rapidement seront très fortes, à cause de tout le levier dont disposent les Iraniens. Eh bien, c'est justement la question que j'allais poser. Je veux dire, vu les conditions que selon eux, les Iraniens doivent remplir avant même d'entamer des négociations, ça montre qu'ils sont parfaitement conscients de toutes les pressions dont vous parlez et qu'ils ne veulent donc rien céder. Alors on peut se demander, raisonnablement, et je sais que je vous demande de spéculer un peu, mais à quoi pourrait ressembler un accord qu'on pourrait accepter et qui serait aussi acceptable pour l'Iran pour nous sortir plus tard d'une situation difficile? Je ne sais pas. Vous savez, il y a tellement d'éléments qui bougent dans cette affaire. Par exemple, si les Iraniens parvenaient à faire lever toutes les sanctions, à obtenir des réparations et à contrôler le détroit d'Ormuz, ils pourraient être prêts à conclure un accord sur la question nucléaire, un accord qui serait très attractif pour le président Trump et pour les Israéliens. Mais si nous refusons de leur accorder un allègement significatif des sanctions et que nous ne voulons verser aucune réparation, ils pourraient envisager la question nucléaire d'une toute autre manière. Et en ce qui concerne les réparations, on peut dire qu'il y a des compromis à faire entre cet aspect d'un éventuel accord et toute la question d'un péage dans le détroit. Parce que si vous n'obtenez pas de réparation, et disons que vous n'avez pas non plus beaucoup d'allègement des sanctions, alors le péage prend une importance bien plus grande. Ou bien, il se peut qu'en levant toutes les sanctions et en versant des réparations, ils acceptent d'abandonner le péage. Autrement dit, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments différents dans un accord futur, et chacun doit être réglé séparément. Et en plus, la façon dont tout ça s'articule entre eux compte énormément. On peut spéculer sans fin sur les différentes manières de construire un accord, mais à quoi il ressemblerait vraiment, ça c'est impossible à dire. Ce qui est assez clair, en tout cas, c'est que de notre point de vue, ça va être moche. Il n'y aura pas de bonne issue. Il n'y aura que ce qu'on arrivera à obtenir à la table des négociations. Je pense qu'on peut le dire sans trop de risques. Et vous savez, le président Trump a été, disons-le, presque légendaire cette année pour dire une chose un jour, puis le contraire le lendemain, avec des propos complètement déconnectés de la réalité. Si c'était seulement lui, on pourrait se dire, d'accord, on a un vrai problème ici. Mais ce n'est pas seulement lui. Hier, au Capitole, il y avait le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, et le chef d'état-major interarmé, le général Daniel Davis, qui témoignaient sur la situation de la guerre. Des sénateurs des deux partis leur ont posé de nombreuses questions. Et je voudrais vous montrer la première, celle du sénateur Lindsey Graham, qui ne s'adresse pas seulement aux personnes présentes à la tribune, mais aussi à ses collègues démocrates assis sur les bancs, en leur disant, en gros, vous savez quoi, tout ça, c'est de votre faute. Je veux simplement commencer en disant que ces opérations militaires contre l'Iran ont été spectaculaires. En quelques mois, nous avons affaibli le plus grand État soutenant le terrorisme bien au-delà de ce que je pensais possible. Et il y en aura probablement d'autres. Est-ce qu'il est possible qu'ils aient 60% d'uranium hautement enrichi sans avoir triché auparavant? On sait que, dans tout ce que l'Iran a entrepris, ils ont menti et triché. La réponse, c'est non. Tout ce qu'Obama et Biden ont fait visait à maintenir le programme nucléaire iranien à un usage civil. Il n'y a absolument aucun moyen qu'ils atteignent 60% d'enrichissement sans tricher. Donc, tout ce que vous avez fait a échoué. Et maintenant, vous voulez critiquer? Vous avez échoué. Vous avez permis à l'Iran de devenir une puissance nucléaire au seuil. Tout ce que vous avez fait a échoué. Les missiles.
Diego Garcia. Est-ce qu'ils ont tiré des missiles sur Diego Garcia, général Davis, les Iraniens? Oui, monsieur. Ils en ont tiré quelques-uns. D'après les protocoles qu'on avait mis en place, est-ce qu'ils étaient censés pouvoir faire ça? Sans examiner les petits détails, je pense que la réponse est non. Non, ils ne l'étaient pas. Taille US. Vous n'avez pas réussi à empêcher l'Iran de devenir une nation au seuil nucléaire. Vous n'avez pas non plus réussi à empêcher l'Iran d'avoir des missiles capables de parcourir des milliers de kilomètres. Alors, pourquoi devrait-on vous écouter? D'accord. Voyons un peu tout ça. D'abord, il affirme que le fait que l'Iran enrichisse l'uranium jusqu'à 60%, c'est une forme de tricherie. Mais c'est quand même un peu étrange de dire ça, non? On s'est retiré de l'accord en 2018, à un moment où ils étaient à 3,67% et respectaient encore les limites autorisées. Vous voyez ça comment? Tu as tout à fait raison. Franchement, ces propos sont complètement scandaleux. On avait le JCPOA qui rendait impossible pour l'Iran d'enrichir l'uranium jusqu'à 60%. Et c'est le président Trump, avec le soutien de Lindsey Graham, qui s'est retiré du JCPOA en 2018. Le résultat, c'est qu'avec le temps, les Iraniens ont enrichi jusqu'à 60%. Et c'est parfaitement légal. C'est pas de la triche. S'ils avaient fait ça dans le cadre du JCPOA, là oui, ce serait une violation du traité, sans aucun doute. Mais c'est le président Trump qui a mis fin à ce traité, pas les Iraniens. Et il l'a fait avec le plein soutien de Lindsey Graham. Donc dire aujourd'hui que les Iraniens trichent et que c'est la faute de l'administration Biden ou de celle d'Obama, ce n'est tout simplement pas un argument sérieux. Et puis, la deuxième partie de ce qu'il a dit à propos des missiles longue portée. Apparemment, c'était la faute des démocrates si l'Iran avait des missiles longue portée. Est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans? Écoutez, nous n'avons aucun contrôle sur le type de missiles que possèdent les Iraniens. Je rappellerai au sénateur Graham que Donald Trump a été président des États-Unis de 2017 à 2021 et qu'il construisait déjà ces missiles longue portée pendant ces années-là, tout comme ils l'ont fait sous la présidence Biden. Ce n'est pas la responsabilité des démocrates, ni d'ailleurs celle des républicains. Le fait est que nous n'avons pratiquement aucun contrôle sur les missiles que les Iraniens développent. La question nucléaire, c'est l'autre chose. Nous avons traité le sujet de l'enrichissement avec beaucoup de soin et nous avons obtenu des résultats avec le JCPOA. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous avons réussi à bloquer leur capacité à enrichir de l'uranium, comme vous l'avez souligné. Mais notre capacité à les empêcher de développer des missiles est au mieux, voilà. En effet. Passons maintenant à l'un des sénateurs démocrates qui posait une question sans agressivité particulière, mais une question tout à fait légitime. En gros, il disait « Comment se fait-il que ce pays, avec un budget de la défense d'environ 1000 milliards de dollars, au moins avant qu'on essaie de le faire grimper à 1500 milliards, ne soit pas capable de maîtriser un pays dont l'industrie de défense représentait entre 11 et 12 milliards par an, du moins avant le début de cette guerre. » Et il a posé cette question au chef d'état-major interarmé. Pouvez-vous expliquer au peuple américain pourquoi, malgré les énormes investissements que nous avons faits dans la défense nationale et l'armée, l'Iran, après avoir été attaqué par nous, est encore capable de bloquer le trafic dans le détroit d'Ormuz? Eh bien, monsieur, la situation est complexe sur place, avec beaucoup de petites embarcations et d'autres moyens. Une partie de tout ça vient des trafiquants commerciaux.
Mais une autre partie renvoie au vrai problème, l'Iran qui prend en otage l'économie mondiale à travers le détroit. Je les encouragerai à réfléchir avec prudence à leurs prochaines actions et à saisir l'occasion d'ouvrir le détroit. C'est une décision qui leur appartient. Oui, absolument. Ce que je me demande, c'est que pendant qu'on parle de budget militaire de plus de 1000 milliards de dollars, on a l'impression qu'un tout petit budget suffit à nous tenir en otage dans le détroit d'Ormuz. C'est une question légitime. Si on a un budget de 1000 milliards de dollars et que non que 12 milliards, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les forcer à ouvrir le détroit d'Ormuz? C'est une première chose. Et puis, toute cette idée selon laquelle ils nous prendraient en otage, alors que leurs actions sont une réponse directe à notre décision de lancer une guerre illégale et non autorisée. Ça, bizarrement, ça n'entre jamais dans la discussion. Mais regardons la partie essentielle. Que dire du fait qu'un pays comme le nôtre, avec un budget de défense d'1 trillion de dollars, la nation la plus puissante militairement de toute l'histoire, selon le président Trump, n'a pas pu et ne peut toujours pas ouvrir le détroit d'Ormuz par la force? Eh bien, Daniel, comme tu le sais, l'Afghanistan avait un budget de défense bien plus petit. Les talibans là-bas avaient un budget bien plus réduit que celui de l'Iran. Et pourtant, on s'est engagé dans une guerre de 20 ans contre eux. Et tu sais ce qui s'est passé? Les talibans ont gagné. On a quitté l'Afghanistan la queue entre les jambes. Quand j'étais jeune, les États-Unis ont mené cette guerre contre le Nord-Vietnam et le Viet Cong. Si tu compares les budgets de défense des deux camps, on avait un budget bien plus important et notre armée, sur le plan politique comme militaire, était bien plus puissante que le Nord-Vietnam et le Viet Cong réunis. Mais on a perdu cette guerre. Et ce que ça montre, c'est qu'on ne peut pas simplement regarder la puissance militaire brute des deux camps au moment où ils entrent en conflit pour en déduire l'issue. Il y a toutes sortes d'autres facteurs qui entrent en jeu. Comme on aime le dire aujourd'hui quand on parle de la guerre avec l'Iran, la géographie compte. Et là, on parle du détroit d'Ormuz. Quand on parle d'une guerre contre les talibans, c'est le type de guerre qu'on mène qui fait la différence. Ce n'est pas, vous voyez, comme la Wehrmacht face à l'armée américaine en Europe de l'Ouest en 44-45. C'est un tout autre genre de guerre. Et dans le type de guerre que les talibans ont mené contre les États-Unis en Afghanistan, ils avaient d'énormes avantages. Et si on revient à la guerre du Vietnam, comme je l'ai souvent rappelé, nous avons gagné toutes les batailles, sans exception, mais nous avons perdu la guerre. Et ça montre bien que gagner sur le champ de bataille ne fait pas tout, même quand on affronte directement l'ennemi, comme nous l'avons fait pendant la guerre du Vietnam. Donc, se contenter de regarder le rapport brut de puissance militaire entre les deux camps ne dit pas grand-chose. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est comment la guerre dans laquelle on a choisi de s'engager va se dérouler, parce que c'est tout aussi important, voire plus important, que l'équilibre global des forces militaires. Ce qui s'est passé pendant la guerre avec l'Iran, c'est que le président Trump a, de façon assez imprudente, déclenché une guerre fondée sur l'idée qu'on pouvait s'appuyer uniquement sur la puissance aérienne pour obtenir une victoire rapide et décisive contre les Iraniens. L'idée, c'était de mener une stratégie de choc et effroi, de décapiter le régime, et qu'ils finiraient par lever les bras et se rendre. Mais ça n'a pas marché, et ils auraient dû le savoir. Encore une fois, il faut réfléchir non seulement à ce que la puissance militaire peut vous apporter, mais aussi à ce qu'elle ne peut pas faire. Il y a de vraies limites à ce que la force militaire permet d'accomplir, surtout quand on cherche à atteindre des objectifs politiques précis.
Être militairement puissant ne garantit pas automatiquement qu'on va réussir à atteindre ses objectifs politiques. On l'a vu à de nombreuses reprises au fil des années. Et l'Iran, c'est juste un autre exemple. Quand un pays est très puissant, et les États-Unis sont un pays très puissant, on ne peut pas dépenser autant d'argent, même en le faisant de manière à peu près efficace, sans finir par avoir une armée extrêmement puissante. Oui, nous avons une armée très puissante, bien plus que celle de l'Iran. Mais ce n'est que le début, si on veut comprendre comment une guerre potentielle entre ces deux camps pourrait se dérouler. Il faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Nous n'avons pas su réfléchir en profondeur à la manière dont la guerre se passerait, et aujourd'hui, nous en payons le prix. Alors, juste rapidement, avant qu'on passe à d'autres sujets vraiment importants. Vous avez dit au début de l'émission que selon vous, on ne reviendrait pas à des opérations de combat parce qu'on n'aurait pas plus de chances de gagner la deuxième phase que la première. Et je me demande si vous pouvez expliquer pourquoi. Parce que le président Trump et beaucoup de voix influentes au Congrès favorables à un retour à la guerre disent « Écoutez, on a déjà détruit 70%. Il suffit d'y retourner, de finir les 25 ou 30% restants et ils s'effondreront. » Mais vous dites que non, que ça ne se passerait pas comme ça. Pourquoi? Écoutez, si on fait une évaluation de ce qui s'est passé pendant la première phase de la guerre, la première campagne aérienne, c'est assez clair. La communauté du renseignement aux États-Unis a conclu qu'on avait en gros échoué. Le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal ont tous publié des articles fondés sur des témoignages venus de l'intérieur, de gens du renseignement américain, à propos de leur évaluation du champ de bataille, de ce qui s'est réellement passé pendant la campagne aérienne. Et ce qui ressort, c'est qu'environ les 3/4 des lanceurs mobiles de l'Iran, ainsi que de ses missiles balistiques et de croisière, sont toujours là. Pensez-y un instant. À peu près les 3/4 de leurs lanceurs mobiles et de leurs missiles balistiques et de croisière sont encore opérationnels. Et en plus de ça, environ 90% de leurs lanceurs et missiles souterrains sont toujours disponibles. 90%. Furthermore, it appears from the intelligence community's assessments that 30 of the 33 missile sites that the Iranians have along the coast on the Strait of Hormuz are still intact. 30 out of 33 of the missile sites alongside the Strait of Hormuz. Actually, I take that back, Danny. I think it's the Persian Gulf, L'idée selon laquelle on aurait pratiquement anéanti leur capacité de missiles et de drones lors de la première campagne, c'est tout simplement faux, selon les services de renseignement américains. Et d'ailleurs, c'est un point extrêmement important dont toi et moi n'avons même pas encore parlé. On a déjà utilisé une énorme partie de nos munitions et de nos armes les plus précieuses dans cette première phase de la campagne. Est-ce qu'on veut vraiment recommencer à employer ce qu'il nous reste de plus précieux dans la deuxième phase? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Oui. In the second bombing campaign that is highly unlikely to be more successful than the first bombing campaign, which was, according to the intelligence community, unsuccessful. I don't think we want to do that. Yeah, and I'm actually going to circle back to that here in just a minute. Et je vais d'ailleurs y revenir dans un instant, parce que ça a des implications qui vont bien au-delà de cette guerre. Mais avant ça, je voudrais changer un peu de sujet. Je sais que c'est un domaine que vous connaissez bien, celui des questions liées à la Chine. En ce moment, le président Trump est en Chine avec Xi Jinping, et il mène plusieurs initiatives. Le président Trump a emmené avec lui tout un groupe de chefs d'entreprise, donc il semble se concentrer davantage sur les affaires là-bas et un peu moins sur la guerre en Iran. La question c'est,
Selon vous, quel est l'objectif du président Trump dans cette visite et quel est celui de Xi Jinping? Voici à la télévision américaine l'ancien premier ministre australien Kevin Rudd qui donne son point de vue. Xi est extrêmement sûr de lui. Il n'a pas de véritable opposition politique. Il pense qu'il est dans une position plutôt solide, surtout avec ce qu'il a accompli récemment dans le domaine de la technologie et les progrès réalisés en Chine. Mais en même temps, il sait aussi que son économie ne tourne pas à plein régime et que le chômage des jeunes augmente. Donc, quand il regarde ce sommet, il se dit « Moi, Xi Jinping, je veux une relation plus stable avec les États-Unis parce que j'en ai besoin pour stabiliser et améliorer les performances de mon économie. » Alors, si c'est ce dont Xi Jinping a besoin, de quoi le président Trump a-t-il besoin, lui? Et est-ce que l'un ou l'autre obtiendra ce qu'il veut? Eh bien, le président Trump a lui aussi besoin d'une relation stable, parce que, comme tu le sais, Danny, il est complètement débordé par la guerre contre l'Iran. Et nous restons encore très impliqués dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La dernière chose dont le président Trump a besoin, c'est d'une crise en Asie de l'Est. Il a donc un intérêt profond à ce niveau-là, et il fait tout ce qu'il peut pour, disons, trouver une sorte de modus vivendi avec Xi Jinping en Asie de l'Est. Le problème, c'est qu'il y a désormais une compétition sécuritaire inévitable entre les États-Unis et la Chine. Et il y a un vrai danger que cette compétition finisse par provoquer une crise, voire une guerre. Et je pense que le président Trump ne veut absolument pas que cela arrive maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il souhaite que ça arrive, mais il ne veut clairement pas de problème en Asie de l'Est en ce moment. Et je pense que Xi Jinping, même si on pourrait croire qu'il voudrait profiter d'une faiblesse américaine dans la région à ce stade, ne semble pas vouloir s'engager dans cette voie. Xi Jinping, un peu comme Donald Trump, paraît surtout vouloir maintenir le statu quo et éviter les tensions. Donc je pense qu'on verra une bonne entente affichée entre les deux parties. Il y aura peut-être des désaccords sur certains sujets, mais je ne pense pas qu'il en sortira grand-chose, ni de très positif, ni de très négatif. Eh bien, c'est sans doute à peu près le mieux qu'on puisse espérer pour l'instant sur ce sujet. Donc on dirait qu'il va y avoir beaucoup de cérémonial, beaucoup de mise en scène, mais qu'au fond, rien ne changera vraiment entre le moment où on part et celui où on rentre. En revanche, ce n'est pas du tout le cas pour la Russie et l'Ukraine. Vous avez mentionné cette guerre tout à l'heure. Il y a eu récemment quelques évolutions dont je voudrais parler. Sur le plan tactique, pendant la première partie de l'année, les combats sont un peu passés au second plan. En partie parce qu'ils ont été éclipsés par notre conflit avec l'Iran. Mais pas seulement, car il n'y avait pas eu beaucoup de mouvements sur les lignes de front. En fait, en février et en mars, on n'a pratiquement vu aucun changement sur le terrain. Il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de morts des deux côtés, mais très peu de mouvements. C'était la première fois, je crois, depuis novembre 2023 que ça arrivait. Et là, tout récemment, il se passe deux choses. D'abord, la Russie exige que l'Ukraine quitte le Donbass pour ouvrir un corridor. Et ensuite, ils disent qu'ils seraient prêts à entamer des pourparlers de paix. C'est un peu différent, parce que jusqu'ici, les Russes disaient qu'ils ne feraient aucun cessez-le-feu avant d'avoir des négociations de fin de guerre. On va continuer à se parler tous les jours, mais on ne fera pas de cessez-le-feu. Maintenant, ils disent, écoutez, si vous quittez le Donbass, et apparemment les 4 régions que les Russes ont annexées en 2022, alors, disent-ils, on fera un cessez-le-feu et on entamera des négociations à long terme, parce qu'ils pensent que ça prendra du temps. Mais Zelensky répond que non, que ce n'est pas une bonne idée. Il ne va pas le faire. En fait, il le dit depuis un moment déjà.
Vous voyez, c'est daté du 30 avril. Il refuse toutes les exigences russes de céder quoi que ce soit. Il ne veut abandonner aucun territoire. Et aujourd'hui, je crois que c'était aujourd'hui, Peskov a réitéré cette déclaration. Le président Zelensky doit ordonner aux forces armées ukrainiennes de cesser le feu et de se retirer du territoire du Donbass, ainsi que des régions appartenant à la Russie. À ce moment-là, le cessez-le-feu commencera et les deux parties pourront entamer des négociations dans le calme. D'ailleurs, ces discussions seront inévitablement très difficiles et impliqueront un grand nombre de détails importants. Avant même de parler de l'Ukraine ou du point de vue européen sur cette question, que pensez-vous du fait que le Kremlin dise « on est prêt à un cessez-le-feu maintenant », mais seulement à condition qu'il y ait une concession importante du côté ukrainien, notamment un retrait de la région du Donbass. Comment interprétez-vous ce changement? Eh bien, Danny, je pense qu'il est très important de souligner qu'il ne demande pas simplement un retrait du Donbass. Il demande un retrait de toutes les zones russes. Et comme tu le sais, les Russes ont annexé 4 oblasts différents. 2 se trouvent dans le Donbass et 2 autres non. Donc, Peskov demande que les Ukrainiens abandonnent les territoires qu'ils contrôlent actuellement dans ces 4 oblasts. Cela inclut Zaporizhia et Kherson. Et je ne pense pas que ça va arriver. Mais imaginons que ça arrive. Je ne serais pas surpris que les Russes soient alors prêts à accepter un cessez-le-feu. Et je vois 2 raisons à cela. D'abord, ils auraient atteint leur objectif principal, contrôler les 4 oblasts, ou du moins tout le territoire de ces 4 oblasts qu'ils ont annexés. C'est ce qu'ils affirment depuis longtemps être leur but principal dans ce conflit, du point de vue territorial, n'est-ce pas? Donc, ils auraient ça. La deuxième chose, c'est qu'un cessez-le-feu, c'est juste un autre mot pour dire un conflit gelé. Et c'est exactement ce qu'on va avoir ici. L'idée qu'un cessez-le-feu pourrait ensuite ouvrir la voie à des négociations et qu'on finirait par obtenir un accord de paix, ça n'arrivera pas. On n'aura jamais un véritable accord de paix. Le mieux qu'on puisse espérer, c'est un conflit gelé. Et ce que je vous dis, c'est qu'un cessez-le-feu, en réalité, c'est un conflit gelé. Alors ce que je pense que les Russes, et là je parle de Peskov et de Poutine, disent aux Ukrainiens, c'est donnez-nous tout le territoire qu'on a annexé, dont une bonne partie est aujourd'hui sous votre contrôle, abandonnez-le simplement. Et ensuite on aura un cessez-le-feu qui sera ce fameux conflit gelé. Et sans surprise, Zelensky a répondu, non merci. C'est intéressant. Il y a 2 façons d'interpréter cette pause tactique. Enfin, je suppose que pause est le bon mot, ou du moins l'absence d'avancée du côté russe. Je vais vous montrer les 2 points de vue. On verra lequel vous semble le plus juste. D'abord, le général Ben Hodges analyse la situation du point de vue ukrainien. Il est clair que la dynamique a d'une certaine façon basculé en faveur de l'Ukraine. Ça ne veut pas dire que l'Ukraine est sur le point de gagner ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'il devient de plus en plus évident qu'il n'y a tout simplement aucun moyen pour la Russie de vaincre réellement l'Ukraine. Ce changement de dynamique vient en partie des pertes énormes que l'Ukraine a infligées à la Russie. Pour la première fois, les pertes dépassent ce que la Russie est capable d'intégrer dans son armée. Et depuis plusieurs mois maintenant, il n'y a plus de véritable avancée sur le terrain du côté des forces russes. Je vais vous dire, d'après plusieurs conversations que j'ai eues ici à Washington ces derniers jours, qu'il y a un consensus général. La plupart des gens, même parmi ceux qu'on appelle les partisans de la retenue, pensent que la Russie a un peu perdu son élan et qu'elle n'a pas conquis l'Ukraine. Et comme l'a dit le général Hodges ici, elle ne le peut pas. Elle ne l'a pas fait.
justement parce qu'elle ne le peut pas. Alors, avant que je vous parle de l'autre point de vue, que pensez-vous du général Hodges et de cette opinion dominante ici à Washington? General Hodges and this prevailing view here in Washington. Well, there's hardly ever any facts. Eh bien, il n'y a pratiquement jamais de faits qui viennent étayer ces affirmations. Ce ne sont que des déclarations. Et comme on le sait, il y a une guerre de propagande qui se joue en plus de la guerre réelle sur le champ de bataille. Des gens comme le général Hodges veulent encourager les Ukrainiens. Ils veulent leur dire qu'ils peuvent gagner. Et en plus, ils veulent que l'Occident, les États-Unis comme les Européens, continuent de soutenir l'Ukraine. Et la façon d'y parvenir, c'est de dire que l'Ukraine est en train de l'emporter sur le terrain, qu'elle a en quelque sorte renversé la situation, et que les Russes sont dans une très mauvaise passe, qu'ils manquent d'hommes, qu'ils subissent d'énormes pertes, et que la guerre est à la portée de l'Ukraine. C'est en gros le récit qu'on répète à longueur de temps en Occident. Et ce récit, il dure depuis des années. Ce que dit aujourd'hui le général Hodges, c'est une histoire qu'on aurait déjà pu entendre il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. L'Occident raconte sans cesse la même chose. Je suis la guerre d'assez près, et je n'y crois pas. Pour moi, il ne fait aucun doute que les Russes ont marqué une pause, et il ne fait aucun doute non plus que les Ukrainiens ont repris un tout petit bout de territoire. Mais dans l'ensemble, ça ne change rien. Les Russes sont de nouveau en marche, c'est évident. Et même s'ils n'avalent pas le territoire aussi vite que toi et moi l'imaginions il y a 2 ou 3 ans, en grande partie à cause de la présence massive de drones, il ne fait aucun doute qu'ils avancent. Et je pense qu'ils finiront par conquérir le Donbass dans un avenir proche. Je pense qu'ils n'en sont pas si loin. Et pour ce qui est du nombre de victimes, je parierais beaucoup d'argent que les pertes du côté ukrainien sont bien supérieures à celles du côté russe. On n'entend jamais parler des pertes ukrainiennes. Pourquoi? Pourquoi les Ukrainiens, qui pourraient très facilement nous dire à quoi ressemblent leurs chiffres, ne disent-ils pratiquement rien? À mon avis, s'ils ne communiquent pas ces données, c'est parce que si on voyait les chiffres réels qu'ils ont, on serait horrifié par le nombre d'Ukrainiens tués. Et puis imaginons que les Russes ne gagnent que très peu de territoires supplémentaires et qu'on obtienne un cessez-le-feu d'ici la fin de l'année. Imaginons simplement que ce soit le cas. Qui gagne cette guerre? Il me semble que ce sont les Russes. Ils finissent avec 20% de l'Ukraine et avec un conflit gelé. Donc, je pense qu'il n'y a aucun espoir que l'Ukraine reprenne tout le territoire qu'elle a perdu dans le 5e du pays. Ça n'arrivera tout simplement pas. Les Russes vont garder le territoire qu'ils ont maintenant conquis dans la situation hypothétique que je décris. La seule question intéressante à ce stade, c'est de savoir quelle ampleur aura la victoire de la Russie. Est-ce qu'elle va reconquérir, ou plutôt conquérir, tout le territoire des 4 oblasts qu'elle a annexés, ou bien seulement une partie de ce territoire? Ou peut-être qu'elle ira encore plus loin, au-delà de ces 4 oblasts. Personne ne peut vraiment dire comment tout cela va se dérouler dans les mois à venir. Eh bien, c'est justement là où je voulais en venir. Donc si on regarde depuis Washington, depuis Kiev, depuis le monde occidental, l'idée, c'est qu'on est en train d'épuiser la Russie. Et sous-entendu qu'on pourrait d'une certaine façon reprendre l'avantage, que les choses vont finir par tourner. Mais il y a une autre lecture possible du ralentissement qu'on observe dans l'avancée russe. Ce serait que la Russie se prépare en réalité à quelque chose de beaucoup plus vaste et qu'elle accumule depuis longtemps une grande partie de ses armes et de ses munitions. Il y a eu des rapports, il y a plus d'1 an déjà, indiquant que la capacité industrielle, surtout pour les Geran et les Geran 2, ces drones longue portée,
ainsi que pour plusieurs de leurs missiles, comme l'Iskander et d'autres hypersoniques, fonctionnaient quasiment à plein régime, comme en temps de guerre. À l'époque, on parlait d'une production de drones autour de 800 à 1000 unités par an. Et pourtant, à part la nuit dernière, où il y a eu une autre attaque massive, l'une des plus importantes, je crois que 800 drones ont été utilisés par la Russie contre l'Ukraine. Mais aujourd'hui, c'est différent. D'après les rapports que j'ai vus ce matin, la production serait montée à environ 1500 par mois. Or, ils n'en utilisent qu'une petite partie sur le front, ce qui laisse penser qu'ils ont constitué un stock considérable. Certains disent qu'ils se préparent à une offensive d'été, d'une ampleur qu'on n'a encore jamais vue dans cette guerre du côté russe. Pas depuis l'invasion initiale de février 2022. Ils pourraient essayer de percer les lignes de défense et peut-être de s'emparer de nouveaux territoires. Et c'est justement ça qui m'inquiétait déjà. Plus tôt dans la journée, tu m'as envoyé quelque chose de la part de l'un de nos amis, Glenn Deason, qui est venu plusieurs fois dans notre émission. C'est un excellent podcasteur et professeur en Europe. Il avait invité un certain monsieur Karaganov, qui autrefois était plutôt marginal du côté russe, assez progressiste même. Mais d'après ce qu'il dit maintenant, il serait devenu plus proche de la ligne dominante, et ses positions actuelles sont vraiment très inquiétantes. Nous avons retrouvé notre âme et notre honneur. Nous avons recommencé à valoriser les personnes qui comptent vraiment dans notre société, les élites méritocratiques, les chercheurs, les médecins, les officiers. Et le pays devient plus sain. Mais pour cela, nous payons un prix trop lourd, avec trop de vies perdues. Alors mon conseil à mon gouvernement, c'est d'arrêter cette guerre, au moins en Europe, en montant d'un cran dans l'escalade. D'abord, frapper avec des armes conventionnelles sur des cibles symboliques ou logistiques sur le sol européen. Nous n'avons besoin d'aucun morceau de l'Europe, pas dans le sens où vous l'entendez. Et ensuite, s'ils ne cèdent pas, il faudrait poursuivre avec des frappes nucléaires relativement massives, tout en proposant bien sûr une forme d'ultimatum. S'ils ne cèdent toujours pas, alors certains pays d'Europe devraient périr. J'ai été choqué, et Glenn Deason a écouté ça comme s'il entendait le résultat d'un match de baseball de la veille. Pourtant, voilà Karaganov qui dit, en gros, qu'il faudrait maintenant lancer des missiles pour frapper des cibles symboliques ou militaires dans des pays de l'OTAN. Et si ça ne suffit pas, il propose de passer, je cite, à des frappes nucléaires massives. Apparemment, selon lui en tout cas, cette idée serait en train de devenir une opinion dominante et non plus marginale en Russie. Est-ce que vous pensez qu'il y a du vrai là-dedans? Et est-ce qu'il est même envisageable que la Russie puisse, non pas en réaction, mais de manière proactive, utiliser l'arme nucléaire? Oui, et c'est très important de le rappeler. Sergueï Karaganov défend cette idée depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Au départ, il faisait clairement partie d'une minorité. Mais comme il le dit dans son entretien avec Glenn, selon lui, l'idée qu'il faut envisager d'attaquer des cibles en Europe, voire d'utiliser des armes nucléaires contre des pays européens, est aujourd'hui majoritaire en Russie. Et ça, c'est vraiment choquant. Alors, je vais vous dire ce que je pense qu'il se passe. À mon avis, Karaganov, comme beaucoup d'autres Russes, comprend que les Européens et les États-Unis, mais surtout les Européens, sont perçus différemment. C'est très important de comprendre qu'il sépare, d'une certaine manière, les États-Unis de l'Europe et qu'il considère principalement les Européens comme les méchants dans cette histoire. L'argument, c'est que les Européens utilisent l'Ukraine comme un bélier contre la Russie. Ils fournissent à l'Ukraine toutes sortes d'armes, surtout des drones, et ils lui donnent aussi des renseignements qui lui permettent, d'une part,
de bloquer les Russes sur le champ de bataille ou de rendre leur victoire très coûteuse. Et d'autre part, les Européens aident les Ukrainiens à frapper des cibles à l'intérieur même de la Russie. En fait, si on regarde ce qui se passe, selon la vision de Karaganov, les Russes subissent de plus en plus de pertes parce que les Européens apportent toujours plus d'aide aux Ukrainiens. Ils leur donnent de meilleurs renseignements, de meilleurs drones, et ainsi de suite. L'argument, c'est que les Russes ne peuvent tout simplement pas laisser cette situation continuer. Ils ne peuvent pas permettre, les Russes ne peuvent pas permettre que les Européens s'en sortent à bon compte pendant que les Ukrainiens font le sale boulot à leur place. Donc selon Karaganov, il faut envoyer un signal très clair aux Européens. Ça doit s'arrêter. Ils ne peuvent pas continuer à utiliser l'Ukraine comme un bélier contre la Russie. Si ces Européens pensent qu'ils peuvent laisser l'Ukraine, les Ukrainiens, faire tomber la Russie du rang des grandes puissances avec cette stratégie, ils se trompent complètement. Nous ne laisserons pas faire ça. Voilà l'argument. Et donc, selon Karaganov, la première chose à faire, c'est de frapper avec des armes conventionnelles les pays européens qui soutiennent les Ukrainiens. Et bien sûr, comme tu le sais, Daniel, cela veut dire attaquer des pays qui font partie de l'OTAN. Et l'argument de Karaganov, et il insiste sur le fait que beaucoup de gens en Russie partagent son point de vue, c'est que si les armes conventionnelles ne suffisent pas, alors il faut envisager un usage limité de l'arme nucléaire. En d'autres termes, il ne parle pas d'une première frappe massive, du genre à détruire l'arsenal nucléaire britannique ou français, ni de gagner une guerre nucléaire. Il parle d'un usage limité de l'arme nucléaire, surtout à titre démonstratif, pour envoyer un message très clair à l'Occident. Les Russes ne toléreront plus aucun soutien européen à l'effort de guerre ukrainien. Ça doit s'arrêter. Point final. Je suis désolé. Allez-y. Non, j'allais justement vous passer la parole. Oui, regardons un peu ce que disent les médias. Là, c'est Karaganov, non? On le considérait comme quelqu'un d'assez extrême, mais maintenant, il semble passer dans le courant dominant. Voici juste quelques éléments tirés des nouvelles d'aujourd'hui en Russie. D'abord, les grandes puissances entrent en jeu. Une direction inattendue de confrontation entre la Fédération de Russie et l'OTAN, vous aviez précisé l'Europe, est mentionnée. Et quand on regarde plus bas, certains commentaires affirment que la Roumanie devrait se préparer à l'avance à une confrontation militaire entre l'OTAN et la Russie, en concentrant ses efforts sur la défense de ce qu'on appelle le corridor de Foxany. Cet avertissement vient de James Everard, l'ancien commandant adjoint des forces de l'OTAN en Europe. Voilà un exemple. Et maintenant, regardons certains des autres articles du côté russe, ici de RIA Novosti, qui vient aussi de publier quelque chose aujourd'hui. Ils affirment que Moscou a permis à l'Occident de préparer une mise en scène sanglante en Ukraine, pour reprendre votre idée. Et quand on regarde les détails, ils disent que Moscou n'exclut pas la préparation d'une mise en scène sanglante en Ukraine par l'Occident. Ensuite, l'article continue en expliquant comment il pourrait se préparer à faire encore plus de choses là-bas. Donc en gros, il y a de plus en plus de discussions publiques sur le fait que la guerre pourrait s'intensifier. Parce que, d'après plusieurs sources à l'intérieur de la Russie, je peux aussi vous dire qu'il y a eu beaucoup de plaintes. Et certaines personnes m'ont contacté directement depuis Moscou. Elles ont des amis et des proches sur la ligne de front. Elles disent qu'il y a de plus en plus de colère contre Poutine parce qu'il ne fait pas ce qu'il faudrait. Selon elles, on les retient en laisse, on les empêche d'avancer, on les oblige à progresser centimètre par centimètre sans jamais aller plus loin. Et elles demandent « Mais quel est le plan, au juste ?» Donc, Poutine subit des pressions de plusieurs côtés. Une autre source m'a même dit que certains hauts responsables, au niveau du Politburo,
le pousse aussi à agir. Il est sous pression pour en faire davantage. Est-ce que cette pression vous inquiète? Are you concerned about that pressure? Oh, for sure, for sure. No, Ah oui, bien and the sûr, pressure has been on, bien sûr. Putin for quite Et cette a while. pression, elle pèse sur Poutine depuis un bon moment déjà. On en a déjà parlé. Mais je veux faire 2 points que je trouve vraiment importants, Danny. D'abord, à mesure que Trump s'efforce de démanteler la relation transatlantique et qu'il s'éloigne de l'OTAN, ça crée une situation où les Européens se retrouvent, dans une certaine mesure, livrés à eux-mêmes. Donc d'une manière très significative, Trump joue ici le jeu des Russes. Parce que la sécurité américaine n'est plus aussi étroitement liée à la sécurité européenne qu'elle l'était sous ses prédécesseurs. Il faut garder ça en tête, alors que la relation transatlantique s'effiloche. Ça rend plus probable que les Russes passent à l'action. Transatlantic relationship phrase, it makes it more likely that the Russians would do this. Second point I would make is you want to remember Le deuxième point que je veux souligner, c'est qu'il faut se rappeler que pendant la guerre en Ukraine, l'Occident a soutenu une invasion ukrainienne de la mer Russie, l'offensive de Koursk à la fin de l'été 2024. Autrement dit, les Ukrainiens, avec le soutien des États-Unis et du Royaume-Uni, ont envahi la mer Russie. C'était impensable pendant la guerre froide. Impensable. De plus, comme vous le savez très bien, les Ukrainiens, avec l'aide des États-Unis et du Royaume-Uni, ont frappé l'un des 3 piliers de la triade nucléaire stratégique russe. Ils ont visé la force de bombardier qui constitue l'un des 3 éléments de cette triade. Là encore, c'était impensable pendant la guerre froide. this was unthinkable during the Cold War. And Karaganov is saying, and I Et Karaganov dit, et je pense qu'il a tout à fait raison sur ce point, que les gens en Occident ont oublié que nous vivons dans un monde nucléaire et que la Russie est une puissance dotée de l'arme nucléaire. On ne peut pas simplement faire n'importe quoi à la Russie et s'en tirer sans conséquence. Le point de Karaganov, c'est que Poutine et d'autres n'ont pas réussi à faire passer ce message à l'Occident de manière forte et claire. Et du coup, l'Occident, et là, il parle surtout des Européens aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, l'Occident pense qu'il peut bousculer les Russes et s'en sortir sans problème. Et je pense sur ce plan-là que Karaganov a raison. Je suis d'ailleurs assez surpris de voir à quel point les élites occidentales ne comprennent pas à quel jeu dangereux elles sont en train de jouer vis-à-vis des Russes. Ils pensent que les lignes rouges russes ne veulent rien dire. Et Karaganov dit que c'est vrai et qu'il faut corriger cette situation. Son argument principal, c'est qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire, utiliser quelques armes nucléaires. Et ça, selon lui, ferait réfléchir tout le monde. Les autres comprendraient alors qu'on vit dans un monde nucléaire et qu'on ne peut pas se comporter de la même manière que dans un monde sans nucléaire. C'est, je crois, ce qui se passe ici. Et tout cela montre que si des gens comme le général Hodges ont raison, si nous sommes vraiment dans une position où nous pouvons vaincre les Russes, où le rapport de force est en train de changer, il faut bien comprendre que cela augmente considérablement le risque que les Russes se tournent vers l'arme nucléaire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que d'autres personnes à qui j'ai parlé m'ont aussi dit. Beaucoup en Russie croient vraiment qu'en décembre dernier, il y a eu une attaque contre Poutine à sa résidence. Ce serait une tentative d'assassinat menée par les Ukrainiens alors qu'il attendait, paraît-il, un appel du président Trump. Beaucoup en Occident ont mis cette histoire en doute. Mais au fond, la seule chose qui compte, c'est ce que les Russes eux-mêmes croient. Ce qui s'est réellement passé importe presque moins. Et apparemment, c'est l'un des éléments parmi ceux que vous venez de mentionner qui les pousse fortement dans cette direction. Je sais que votre temps est compté. Dernière question pour vous. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir si la Russie pourrait envisager de faire ce qui autrefois paraissait impensable, même sur le plan conventionnel, frapper une cible militaire sur le territoire de l'OTAN.
ce qui évidemment déclencherait l'article 5. Et je me demande si, dans leurs calculs, il n'y a pas un raisonnement du genre. Nous aussi, on sait faire des calculs, diraient les Russes. On voit bien tous ces missiles longue portée, tous ces obus d'artillerie, tous ces blindés, des milliers et des milliers d'entre eux, que vous avez envoyés se faire détruire en Ukraine. Et au passage, vous avez épuisé vos propres stocks, notamment de missiles PAC-3 et d'autres systèmes de défense aérienne. Vous avez réduit vos chiffres dans les rapports. Les États-Unis ont aussi réduit les leurs. Et maintenant, comme vous l'avez mentionné au début de l'émission, on les a encore diminués en Europe. La Russie pourrait se dire que notre capacité de défense est bien moindre qu'avant, alors que, depuis des années, avec leur capacité industrielle, ils reconstituent leurs stocks, leurs réserves, tout ça. Et peut-être que ça pourrait les pousser à prendre un risque qu'ils n'auraient pas pris autrement. Eh bien, je ne pense pas que Karaganov, ni les Russes en général, envisagent de gagner la guerre en utilisant des forces conventionnelles pour frapper l'Europe de l'Ouest ou en recourant à l'arme nucléaire. Je ne crois pas que ce soit ça l'idée. Ce dont parle Karaganov, c'est de montrer à l'Occident que vous êtes prêt à monter les marches de l'escalade. Et ce que vous allez faire, c'est placer les deux camps dans une situation, surtout si vous utilisez l'arme nucléaire, où tout pourrait devenir incontrôlable et où nous pourrions tous être réduits en cendres. Mais le message qu'on vous envoie, à vous, l'Occident, c'est que la dernière vraie chance d'éviter la catastrophe dépend de vous. Et ça veut dire, très clairement, qu'il vaut mieux arrêter tout de suite de penser qu'on peut fournir des armes à l'Ukraine ou aux Ukrainiens qui leur permettraient de nous vaincre sur le champ de bataille. L'objectif ici est plus démonstratif que réellement militaire. Ce n'est pas une question de gagner la guerre. Ce n'est pas ça qu'ils ont en tête. C'est un peu la même logique que celle qu'on avait pendant la guerre froide, quand on parlait de l'usage de l'arme nucléaire. Si le pacte de Varsovie avait attaqué en Allemagne de l'Ouest et commencé à la submerger, on ne pensait pas utiliser l'arme nucléaire pour gagner la guerre. Ce qu'on envisageait, c'était de s'en servir pour montrer au pacte de Varsovie, ou dans ce cas à l'Union soviétique, qu'on était absolument déterminés et qu'ils avaient tout intérêt à arrêter immédiatement avant qu'on ne monte d'un cran dans l'escalade. C'est cet effet démonstratif dont il est question ici. Et je pense que c'est exactement de ça que parle Karaganov. Même si, selon lui, si l'usage démonstratif d'armes nucléaires ne fonctionne pas, alors on monte d'un cran dans l'escalade. Et je crois qu'il pense qu'à un certain moment, l'Occident finira par reculer, parce que personne ne veut être réduit en cendres. C'est ça la logique de base ici. Une fois que quelqu'un utilise des armes nucléaires, Karaganov dirait que dès que ces armes sont employées, tout le monde comprendra à quel point la situation est dangereuse et tout le monde fera marche arrière, non? Assez, c'est assez. On ne veut pas être incinéré. Donc, selon cette logique, les Russes n'auraient qu'à utiliser quelques armes nucléaires pour nous amener à ce point-là. C'est ça, le raisonnement. Et franchement, j'espère de tout cœur que ça n'arrivera jamais. Je veux être très clair là-dessus. Mais j'essaie simplement d'expliquer, le plus clairement possible. J'ai vu d'autres rapports indiquant que, selon certaines sources en Russie, avant d'en arriver à utiliser des armes nucléaires tactiques, ils frapperaient d'abord avec des missiles conventionnels plusieurs cibles militaires à l'intérieur de pays membres de l'OTAN. Ce serait une sorte d'étape préalable pour montrer qu'ils sont prêts à monter d'un cran dans l'escalade. Et l'étape suivante, ce serait les armes nucléaires. Alors ma question pour vous, c'est la suivante. Compte tenu de ce que vous savez aujourd'hui, et surtout de l'arrogance qu'on perçoit du côté occidental, si des missiles conventionnels tombaient sur le territoire de l'OTAN, ce qui déclencherait immédiatement l'article 5,
Pensez-vous que ce message serait compris? Ou bien est-ce qu'on risquerait d'ignorer cet avertissement, de monter nous-mêmes dans l'escalade et de riposter contre la Russie, au risque de provoquer une guerre nucléaire? Triggering potential nuclear war. Well, the thing is that if Eh bien, le fait est que si les Russes lançaient des missiles dans une attaque conventionnelle de démonstration, disons à la fois contre la Pologne et la Roumanie, il ne ferait aucun doute que l'étape suivante sur cette échelle serait l'emploi d'armes nucléaires. Il y a déjà suffisamment de discussions publiques à ce sujet, et les Russes le feraient savoir clairement. S'ils étaient intelligents, ils diraient que c'est la première étape. Ce n'est pas nucléaire. Mais il faut bien comprendre que si ça ne fonctionne pas, ils passeront à l'étape nucléaire. Donc, on comprendrait ça. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que je ferais? On est frappé par des armes conventionnelles. Et on sait tous à quel point la garantie de l'article 5 est essentielle. Mais en même temps, Danny, on comprend bien que si on riposte contre la Russie avec des armes conventionnelles, si on décide de jouer au donnant-donnant avec eux, n'est-ce pas? Eh bien, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'ils se tournent alors vers l'arme nucléaire. Et quand ils utilisent des armes nucléaires, qu'est-ce qu'on fait, nous, à ce moment-là? Imaginons qu'ils en utilisent 6. Est-ce qu'on prendrait, nous aussi, 6 armes nucléaires pour les renvoyer sur la Russie? Tu vois, c'est une voie qu'on ne veut surtout pas emprunter. Et tu sais, je pense que chaque fois que des armes nucléaires sont utilisées, les raisons pour tout le monde de calmer le jeu, de reculer un peu et de mettre fin à tout ça avant que ça devienne incontrôlable. Ces raisons-là sont tout simplement immenses. Et bien sûr, les Russes comprennent très bien ça. C'est la logique qui sous-tend la position de Karaganov, non? L'idée, c'est que s'ils utilisent l'arme nucléaire en premier, on n'aura aucune raison d'en utiliser une en retour. On dira plutôt, il faut que ça s'arrête là. Et encore une fois, il faut garder en tête que les Américains essayent de se détacher de l'Europe autant que possible. Donc, les États-Unis n'auront aucune envie de s'engager dans une guerre nucléaire avec la Russie, ni même dans une guerre conventionnelle impliquant l'Ukraine. Du coup, les Russes ont, disons-le, une main assez forte à jouer ici. Et c'est justement ça qui rend la situation inquiétante, non? Oui, ça me fait vraiment peur. Ce qui est inquiétant, c'est la logique qu'il y a derrière tout ça. Si on met de côté la morale, si on oublie ce qui devrait ou ne devrait pas se passer, le simple fait qu'ils aient ces cartes en main et que s'ils ont la volonté de s'en servir, ils puissent, pardonnez le jeu de mots, jouer à la roulette russe et dire « moi je suis prêt à y aller » et toi, tu prends le tour suivant. Je m'inquiète, et dis-moi si tu trouves que je me trompe, mais j'ai peur qu'il y ait trop de têtes brûlées en Occident qui réagiraient en disant « comment ose-t-il » ? Pas question de reculer maintenant. On ne va pas laisser ces Ruskovs s'en tirer comme ça. On va riposter, ou du moins on en a envie. Et quand ils disent « on », en réalité, ça veut dire la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis, parce que ce sont les seuls qui ont ce genre de cartes à jouer. Mais penses-tu que quelqu'un d'autre lancerait des missiles conventionnels, quels que soient les objectifs, au risque de devenir à son tour la cible de la riposte? Je veux dire, qui peut vraiment en être sûr? À mon avis, il y aura très peu de gens en Occident qui voudront grimper les échelons de l'escalade, qui diront « allons-y ». Sortons quelques armes nucléaires et frappons la mer Russie en retour. Je pense que la menace d'une escalade nucléaire qui pourrait se terminer par notre anéantissement à tous est suffisamment forte pour pousser presque toutes les personnes sérieuses à réfléchir à comment désamorcer la situation plutôt que l'aggraver. Le problème, Daniel, si tu joues la carte de l'Occident ici, c'est qu'il n'y a aucun moyen de gagner en escaladant. Ce n'est pas comme si on pouvait utiliser les armes nucléaires occidentales pour monter d'un cran et remporter une guerre nucléaire. Voilà.
and achieve a victory in a nuclear war, right? And Very- C'est très important à comprendre. and just to unpack this just a Oui, bit oui. more, the Russians- Et pour aller un peu plus loin, les Russes, comme je te l'ai dit, et il ne faut pas perdre ça de vue, les Russes n'utilisent pas ces armes nucléaires pour gagner la guerre, c'est ce que j'ai déjà expliqué. Ils les utilisent à des fins démonstratives. Pour reprendre la formule célèbre de Thomas Schelling, l'idée, c'est de pousser les deux camps sur une pente glissante. Voilà, c'est exactement ce qui se passe ici. Quand on fait un usage limité d'armes nucléaires, on met en réalité les deux camps sur cette pente glissante. Et on dit, en quelque sorte, qu'on ne sait pas très bien à quoi ressemble la dynamique d'escalade. Et il faut bien souligner que, heureusement, nous n'avons encore jamais connu de guerre impliquant des armes nucléaires entre deux États qui en possèdent tous les deux. On ne sait pas grand-chose des dynamiques d'escalade dans cette situation, et tout ça pourrait très mal se terminer. La dernière vraie chance d'éviter une catastrophe repose donc sur vous, les Européens, ou sur vous, les Américains. Autrement dit, il vaut mieux ne pas grimper les échelons de l'escalade. Et ensuite, on en viendrait à décider qu'il faut trouver une sorte d'accord avec les Russes sur la manière de mettre fin à la guerre en Ukraine. Si ça arrive, alors la Russie gagne. Elle gagne dans le sens où elle parvient à contraindre. Ce n'est pas une victoire militaire sur le champ de bataille. Ce n'est pas non plus une frappe nucléaire éclatante. Mais ce qu'elle fait avec ces frappes démonstratives, c'est qu'elle pousse les Européens, les Ukrainiens et les États-Unis à arrêter les attaques contre la Russie et à négocier une forme d'accord. Encore une fois, le point soulevé par Karaganov, c'est que si on regarde la façon dont l'Occident a géré l'escalade contre la Russie depuis le début de cette guerre, en février 2022, c'est assez frappant de voir à quel point nos lignes rouges leur importent peu. Ils pensent pouvoir nous faire des choses qu'aucun des deux camps n'aurait jamais imaginé faire à l'autre pendant la guerre froide. Et comme je vous l'ai déjà dit, sans vouloir insister lourdement, en tant que quelqu'un qui a grandi pendant la guerre froide et qui, à l'époque, suivait de très près ces questions, je suis, comme Karaganov, vraiment stupéfait de voir à quel point beaucoup de gens en Occident prennent à la légère l'idée de frapper des cibles à l'intérieur de la mer Russie, d'une part, et d'autre part, de les entendre parler aussi ouvertement de faire sortir la Russie du rang des grandes puissances. Vous savez, toutes sortes de gens en parlent depuis le tout début. Je pense que c'était l'objectif principal de l'administration Biden quand la guerre a commencé. Le général Austin, qui était alors secrétaire à la Défense, l'a d'ailleurs dit très clairement. On voulait faire sortir la Russie du rang des grandes puissances. Et on voulait le faire à la fois par les sanctions et avec l'aide des Ukrainiens sur le champ de bataille. Et je me suis dit à ce moment-là, il faut vraiment réfléchir à ça. On parle d'un pays doté de l'arme nucléaire, qui tient à sa survie, et vous voulez le faire sortir du cercle des grandes puissances? Vous ne pensez pas que ça pourrait finir en guerre nucléaire? Je ne sais pas, mais les gens étaient très désinvoltes. Et encore une fois, c'est exactement le point que soulève Karaganov. Et ils ont l'air d'être toujours là. Vous avez le temps pour une dernière question ou vous devez y aller? Je sais qu'on a déjà dépassé le temps prévu. J'ai le temps pour une dernière question. D'accord. On parle de théorie depuis tout à l'heure, mais imaginons que ça se produise vraiment, qu'ils lancent ce nombre limité de missiles. Disons, espérons qu'il n'y en ait que 3, ou même un seul, quelque part. Qu'est-ce qui se passerait concrètement sur le terrain, là où ce tir aurait lieu? On suppose qu'il s'agirait d'une arme nucléaire tactique, avec une puissance explosive limitée. Mais dans les faits, que se passerait-il au sol si ça arrivait? Et surtout, dans le pays concerné, quel serait l'état d'esprit après ça? Comment un pays pourrait-il se relever d'un tel événement?
Eh bien, c'est difficile de dire exactement ce que feraient les Russes s'ils étaient poussés à utiliser l'arme nucléaire. C'est un peu comme à l'époque de la guerre froide, quand il était tout aussi difficile de dire ce que nous aurions fait si le pacte de Varsovie avait envahi l'Allemagne de l'Ouest et que nous avions décidé d'employer des armes nucléaires. Combien en utiliser et sur quelle cible? À mon avis, l'idée, ce serait d'essayer de limiter les pertes humaines autant que possible. On n'utiliserait pas une très grosse bombe nucléaire, ni un grand nombre d'armes. Peut-être quelques armes nucléaires avec des puissances pas très élevées, et on viserait des zones où il y a peu de population. Et dans une situation comme celle-là, on miserait sur le fait que le simple emploi d'armes nucléaires suffirait à terrifier absolument tout le monde. Et c'est bien normal. Oui, eh bien je pense que ce serait le cas. Encore une fois, c'est l'argument de Karaganov. Et aussi effrayant que cela puisse paraître, il y a une logique puissante derrière, et il faut la reconnaître, comme vous le faites sans doute. Mais le simple fait que des armes nucléaires aient été utilisées, et que les Russes aient montré qu'ils sont prêts à s'en servir parce qu'ils estiment que leur survie est menacée, eh bien c'est tout ce qu'il faut. C'est ça la logique de ce que je raconte. Il n'est pas nécessaire de frapper une grande ville ou une métropole avec un grand nombre d'armes nucléaires. Il suffit simplement de les utiliser. Rien que ça, c'est assez pour rétablir la dissuasion, si l'on peut dire. Pensez-vous que le commentaire de Karaganov dans l'émission de Glenn Deason était simplement son opinion personnelle ou qu'il l'a fait avec l'accord, ou du moins la connaissance, du Kremlin? Je ne pense pas que ce soit avec l'accord du Kremlin. Karaganov, c'est un stratège de haut niveau. Il est là depuis longtemps. Il est de ma génération. Je l'ai connu pendant la guerre froide. Et il a beaucoup d'influence. Il dit franchement ce qu'il pense. C'est le genre de personne qui, j'en suis sûr, dit à Poutine quand il n'est pas d'accord avec lui. C'est pas quelqu'un qui ménage ses mots. Et j'imagine que Poutine apprécie justement son honnêteté. Mais je serais très surpris qu'il ait demandé une autorisation. Et la principale raison pour laquelle je dis ça, Danny, c'est qu'il défend cette idée depuis longtemps. Comme il l'a dit à Glenn Deason, il faisait partie d'une minorité dès le départ. La plupart des gens pensaient qu'il avait tort. C'était simplement une mauvaise idée. J'imagine que la plupart des Russes ont été choqués par cette idée au début. Mais avec le temps, de plus en plus de gens adhèrent à son raisonnement. Et on peut dire que, du point de vue de Poutine ou de celui de l'élite russe, c'est plutôt une bonne chose que Karaganov participe à des émissions comme celle de Glenn et qu'il dise clairement et haut ce qu'il pense. Parce que cela envoie un signal à l'Occident. Les Russes envisagent sérieusement de suivre cette voie. Et d'ailleurs, un élément très important dans cette histoire que je n'ai pas vraiment souligné, mais que vous avez, vous, très justement mis en avant, c'est que Poutine subit depuis longtemps une forte pression pour se montrer plus dur avec l'Occident. Beaucoup de gens en Russie pensent qu'il a mené cette guerre comme un chaton, qu'il n'a pas été assez ferme face à l'Ouest. On peut facilement imaginer que ce message lui est bien parvenu. Aujourd'hui, il est soumis à une pression énorme, à la fois de l'extérieur et d'une certaine manière de sa propre conscience, qui lui dit qu'il doit se montrer impitoyable. Et si c'est vrai, et je pense que c'est probablement le cas, le message de Karaganov serait pour lui un signal très fort. Il ne nous reste plus qu'à espérer et à prier pour que quelque chose change à ce sujet, surtout du côté occidental. Parce que Dieu nous vienne en aide si nous restons imprudents et que nous ne faisons rien pour modifier la situation, ou si nous pensons qu'en forçant davantage, on obtiendra un meilleur résultat. Tout porte à croire que ça risque de se retourner contre nous d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu aujourd'hui. Et merci aussi de nous avoir accordé un peu plus de temps. Je sais qu'on a dépassé un peu, mais je vous en suis vraiment très reconnaissant. Allez sur mearsheimer.substack.com pour suivre John entre ses passages ici, parce qu'il a toujours des choses passionnantes à dire, comme aujourd'hui. C'est un peu choquant, mais c'est la vérité, et c'est important qu'on en prenne conscience avant que ça ne devienne une crise. Merci d'être venu, John, et merci à vous aussi. On se retrouve dans le prochain épisode du Daniel Davis Deep Dive. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor, parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et partagez cet épisode avec quelqu'un qui compte pour vous. Like, and send this to somebody you care about.